Mes chers compatriotes, nous sommes le 20 août 2021 et je voudrais, avec vous, essayer de tirer un premier bilan des événements d'Afghanistan parce que ce sont des événements d'une très très grande importance à tous les égards, économiques, politiques, géopolitiques, sociétales, mais aussi parce qu'ils révèlent la nullité extravagante des dirigeants politiques occidentaux et en particulier des dirigeants politiques français. Je n'ai quasiment entendu aucun responsable politique français, je dis bien politique, parce que nous avons des experts, des gens qui connaissent très très bien l'Afghanistan, mais je n'ai entendu aucun responsable politique français, à commencer par le président de la République, tenir des propos intelligents sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe en Afghanistan. Parce que, en fait, ce que nous montrent ces événements, c'est que on ne s'improvise pas, on ne devrait pas s'improviser chef d'État. Il faut pour cela avoir une bonne connaissance de l'état du monde, de l'état des civilisations, de l'état de l'histoire. Alors on va faire ensemble, si vous voulez bien, je vais essayer de résumer de façon simplifiée. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé avec cette histoire d'Afghanistan. La première chose en géopolitique, c'est toujours de partir de la c'est-à-dire de la géographie. L'Afghanistan, c'est un pays qui a été constitué de briques et de brocs et qui, tel qu'il existe, est apparu en tant qu'État unifié vers 1747 et qui a sa frontière avec le Pakistan qui date de 1893. Mais l'Afghanistan, c'est une région de montagnes, de très hautes montagnes, qui se trouve au carrefour de l'Asie centrale. Or, il faut savoir que c'est ainsi. La géographie influe sur les mentalités des populations. Et on sait très bien qu'il y a deux grands types d'États qui sont particuliers. Ce sont les États insulaires et ce sont les États montagnards. Pourquoi ? Parce que les personnes qui vivent dans une île ont un réflexe insulaire. Ils se sentent différents du reste du monde. C'est le cas du Royaume-Uni qui s'est toujours senti différent de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça n'a pas joué pour rien dans le vote du Brexit. C'est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Zélande. C'est le cas ô combien du Japon. Ce sont des États insulaires. Et puis, il y a d'autres États qui sont insulaires à leur manière, si j'ose dire, ce sont les États montagnards. Parce que les montagnes, c'est difficile à franchir, parce que ça favorise des petites communautés humaines, chacun dans leur vallée, qui sont très jaloux de la propriété des vallées, puisqu'il faut savoir les terrains qui sont exposés au soleil ou pas, et qui développent souvent des idiomes, des langages spécifiques à leur vallée. Quand on est dans la montagne, ce sont des gens qui travaillent rudement souvent, qui sont habitués à des tâches rudes. Ça n'a pas le côté plaisant des plaines. Et ça donne souvent des personnes qui sont refermées sur elles-mêmes, très travailleuses, un peu des taiseux, comme on dit chez nous, et qui sont très jaloux de leur indépendance. Regardez un exemple que nous avons juste à côté de la France, qui est la Suisse. La Suisse est un pays assez extraordinaire, un pays de montagne, qui depuis 1291 s'est créé comme un État différent des autres, avec une démocratie très vivante et un peuple très jaloux de son indépendance. Ce n'est pas pour rien que la Suisse a refusé d'entrer dans l'Union européenne, et même pendant très longtemps à l'ONU. Ce n'est pas pour rien que l'Islande, pays insulaire, que la Norvège, pays montagnard, ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Ça n'est pas pour rien que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays qui est resté le plus longtemps à l'écart du développement économique jusqu'à la fin du XXe siècle. Et vous savez qu'il y a un quart des langues dans le monde qui sont parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh bien, dans l'Asie centrale, vous avez les républiques d'Asie centrale, du Caucase par exemple. Vous savez qu'il y a des conflits permanents. Vous avez entendu parler de l'Abkhazie, du Daghestan, de la Tchétchénie, etc. Et puis nous avons l'Afghanistan. Et l'Afghanistan est à la fois presque une île et une montagne. Une île parce qu'elle est située entre la grande civilisation russe au nord, avec ses prolongements en Asie centrale qui ont été soviétisés. Je pense à l'Ouzbékistan, au Turkménistan, au Tadjikistan. Vous avez à l'ouest de l'Afghanistan l'Iran, avec le monde, la civilisation persane, une très grande civilisation qui remonte à la plus haute antiquité. Et puis vous avez à l'est le monde indien qui a été colonisé, comme vous le savez,
par les musulmans, puis par les Britanniques. Voilà ce que c'est que l'Afghanistan. Alors, la première chose à savoir, c'est que les Afghans sont des gens qui sont extraordinairement jaloux de leur indépendance. Ils ont été conquis à la fin du 7e siècle par les musulmans, par les troupes, c'est-à-dire quelques décennies après la mort du prophète. Vous savez que c'est l'épisode le plus glorieux de l'histoire musulmane, c'est que quelques décennies après la mort du prophète, l'islam s'est répandu comme une traînée de poudre, notamment sous les 4 successeurs, les khalifas, les 4 califes successeurs du prophète, s'est répandu un peu dans le monde, dans toute l'Afrique du Nord, jusque la conquête de la péninsule ibérique, et aussi en Asie centrale, en défaisant, en détruisant l'empire persan des Sassanides. Donc l'islam est arrivé à la fin du 7e siècle en Afghanistan. Ça fait donc 12 200 ans que ce pays a été conquis par l'islam. L'islam, d'ailleurs, a pris une couleur locale et progressivement ont été autorisées les populations locales à faire des prières non pas en arabe, comme c'est d'habitude le cas, mais en persan, en farsi, ou dans la langue qui s'est développée, qui n'est pas très éloignée, qui est le pashtun, puisque, je vais y revenir, la tribu principale en Afghanistan, ce sont les Pashtuns. Pour bien montrer le caractère spécifique de ces régions, c'est que ce sont des combattants dans leur vallée, et un mot par exemple qui est arrivé dans la langue française, intéressant, c'est le mot d'une couleur, la couleur kaki, qui est la couleur militaire par excellence. Eh bien, ça vient justement du persan ou du pashtun, khaki, qui veut dire justement la couleur de la terre de l'Afghanistan. C'est dire à quel point nous avons affaire à un peuple quand même particulier. L'Afghanistan a été créé, je le disais tout à l'heure, sous forme d'État unifié en 1747. Et puis, c'est un pays qui s'est battu contre tous ceux qui voulaient lui imposer une loi étrangère. Depuis 1747, les Afghans, dont on ne connaît pas très bien l'origine du mot afghan, certains disent que ça voudrait dire cavalier. C'est d'ailleurs, il y a un livre de Kessel sur le pays des cavaliers. Les Afghans ont réussi à battre successivement l'Empire russe, l'Empire britannique, le Raj britannique, puisque les Britanniques, depuis le début du XIXe siècle, avaient mis la main sur l'Empire moghol au nord de l'Inde et voulaient se rapprocher de l'Afghanistan. Les Afghans ont également battu les Soviétiques. Ils ont battu les États-Unis et l'OTAN voici quelques jours. On a donc affaire à un peuple qui est assez extraordinaire. C'est un peuple, a priori, un pauvre peuple en guenilles. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde qui a réussi à devenir ce que certains ont appelé de façon à la fois militaire et poétique le tombeau des empires. C'est un État tampon qui a réussi à damer le pion et à battre toutes les grandes puissances étrangères qui, dans ce que l'on a appelé le grand jeu, c'est-à-dire ce grand jeu de l'Asie centrale où cette tectonique des plaques d'influence entre les Persans, les Russes, les Chinois et les Indiens, dans cette tectonique des plaques, les Afghans ont réussi à maintenir leur indépendance. La délimitation de l'Afghanistan pose un problème énorme. En 1893, pour faire établir une frontière entre l'Empire britannique des Indes et l'Afghanistan, suite notamment au fait que les Britanniques avaient été battus au milieu du XIXe siècle par les Afghans, eh bien, à la fin du XIXe siècle, en 1893, un certain Sir Durand, ça fait français mais c'est un nom britannique, c'est un officier britannique, a délimité la frontière avec les autorités afghanes de l'époque entre ce qui allait être la partie occidentale de l'Empire des Indes, devenu depuis le Pakistan, c'est-à-dire le pays des Purs, et puis l'Afghanistan. Cette ligne Durand, qui fait à peu près 2600 kilomètres, a un inconvénient absolument majeur, comme beaucoup de lignes artificielles, c'est qu'elle coupe en deux un peuple, qui est le peuple pashtun, avec 6 millions d'habitants d'un côté, 5 millions de l'autre. Et les Pashtuns sont à la fois donc en Afghanistan et au Pakistan. Comme ils ne reconnaissent pas cette ligne, que certains d'entre eux rêveraient d'un Pashtunistan, le pays des Pashtuns, eh bien c'est le lieu de tous les trafics, de tous les trafics de drogue, d'armes, etc. Et aussi le lieu rêvé pour pouvoir se développer des activités terroristes. Ça n'est pas pour rien
que Oussama Ben Laden avait créé Al-Qaïda là-bas, justement dans cette frontière trouble entre le Pakistan et l'Afghanistan du Sud et du Sud-Est que ne reconnaissent pas les Pashtuns. À l'intérieur de l'Afghanistan lui-même, il y a une majorité de Pashtuns. Mais il y a aussi d'autres ethnies, notamment au nord, avec les Ouzbeks et les Tadjiks qui sont proches de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Au centre, avec les Hazaras qui sont des chiites, des musulmans chiites pour l'essentiel, et puis avec des Panjabis à l'extrémité orientale et également quelques Farsis à l'extrémité occidentale. Donc c'est une composition de peuples et d'ethnies différentes qui sont presque toutes islamisées. Il y avait, à l'époque, avant que l'Afghanistan ne soit conquis par l'islam, enfin que les territoires qui allaient devenir l'Afghanistan ne soient conquis par l'islam, c'était des territoires qui avaient été conquis par le bouddhisme. Et il y avait eu, c'est un pays bouddhiste. Notamment, il y avait des statues abaliyanes qui avaient été créées dans la falaise où on voyait des Bouddhas. Ces statues ont offensé les musulmans qui, dès l'an 800 à peu près, ont cassé les visages des Bouddhas. Mais en 2001, les talibans ayant pris le pouvoir ont détruit les statues de Bamiyan. Ça veut dire qu'entre 800 et 2000, il y a une continuité dans une certaine forme d'extrémisme, de fanatisme religieux dans ce peuple. Continuité qui n'a pas toujours eu lieu, il faut le souligner. Et je tiens ici à souligner ça parce que c'est extrêmement important si les Français veulent comprendre ce qui se passe et si les Français veulent comprendre le rôle qu'ils pourraient jouer. Il est extrêmement important de comprendre que dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle, la cour du roi Mohammed Zahir Shah, le roi d'Afghanistan de la dynastie des Durrani, cette cour parlait le français. Et la monarchie afghane s'était inspirée beaucoup de la laïcité de l'État turc et d'Atatürk. Et je rappelle que la laïcité de la Turquie, qui n'est pas très très éloignée, ça n'est pas à côté, c'est quand même à travers l'Iran, mais dans l'ensemble du monde moyen-oriental, l'impact de la Turquie d'Atatürk avait été considérable. Je rappelle que la laïcité d'Atatürk s'était inspirée directement de la laïcité à la française. Ce qui prouve, je l'ai déjà dit 1000 fois, ce sera la 1001e fois, que la laïcité, la française, que la civilisation française, les valeurs françaises peuvent s'exporter quand la France est elle-même et quand elle est fière de ses valeurs et qu'elle est elle-même et qu'elle ne dépend pas de puissances étrangères comme c'est actuellement le cas. Sous donc la dynastie des Afghanes qui s'est écroulée en 1973, eh bien nous avions un pays, l'Afghanistan, qui se modernisait petit à petit, où le statut de la femme, qui pose traditionnellement un problème à notre regard à nous, mais pas forcément au regard des Afghans eux-mêmes, puisqu'il faut arrêter aussi de plaquer toujours nos valeurs sur les autres. Il se trouve que c'est un pays qui a une conception assez arriérée de la vie, en tout cas une très grande fidélité aux principes de la charia, de l'islam, et notamment des principes concernant justement le voile, mais interprétés d'une façon tout à fait rigoriste en Afghanistan. Eh bien, sous la monarchie afghane, petit à petit, sous l'influence française, l'Afghanistan s'était modernisé. Je rappelle, pour ceux qui aiment bien les précisions, que Georges Pompidou, Premier ministre du général de Gaulle, s'était rendu en Afghanistan au début de mai 1968. Ça paraît, les gens, quand on lit les événements de mai 68, quand on apprend que Pompidou est allé en Afghanistan, on se dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ça flambait en France. Oui, d'ailleurs c'est à son retour que Georges Pompidou a décidé de réouvrir l'Odéon et la Sorbonne, et donc ça a dynamisé, si j'ose dire, les événements de mai 68. Et quelques jours après, d'ailleurs, ou à peu près au même moment, De Gaulle, lui, avait prévu d'aller, c'est d'ailleurs le voyage qu'il a fait, d'aller en Roumanie. Pourquoi De Gaulle et Pompidou, en 1968, en mai 68, se sont-ils rendus l'un en Roumanie, l'autre en Afghanistan? Parce que, à l'époque, la France était un des pôles de référence mondiaux. Pourquoi? Parce que De Gaulle tenait tête à la grande puissance du moment qui était les États-Unis d'Amérique.
De Gaulle venait de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. De Gaulle venait de condamner, avec le discours de Phnom Penh en 1966, l'intervention militaire américaine au Cambodge et au Vietnam. Donc la France apparaissait comme un pays non aligné, un pays qui n'obéissait ni à Moscou ni à Washington, un pays qui était lui-même et qui portait aux yeux du monde une espèce d'Occident d'un type nouveau, un Occident qui n'était pas un Occident voulant imposer sa loi aux autres, un Occident qui voulait être un modèle pour les autres. C'est pour ça que Georges Pompidou va en Afghanistan en 1968, où il est reçu à la cour de Kaboul, où tout le monde parle le français. C'est pour ça que le sort des femmes afghanes à l'époque, que les femmes pouvaient avoir accès à l'école, c'est que petit à petit, il y avait cette modernisation qui se fait non pas par des bombardements. La modernisation, l'évolution, l'émancipation des femmes, le développement économique, ça se fait en respectant les autres peuples et en leur servant de modèles désirables. En 1970-72, la France était un modèle désirable pour les Afghans. Elle est devenue aujourd'hui un modèle affreux, à rejeter parce que nous sommes devenus les larbins de Washington. C'est aussi simple que cela. D'ailleurs, dans les années 68, 69, 70, beaucoup de jeunes occidentaux, des hippies, allaient en Afghanistan. C'était la destination à la mode. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé un coup d'État en 73. Il s'est passé ensuite des événements sur lesquels je ne voudrais pas trop insister, mais rappelons très rapidement un pouvoir communiste qui s'installe dans une société qui était devenue, en tout cas dans les grandes villes, tout à fait ouverte au principe de laïcité et de modernité. Les Américains ont ensuite tout fait pour attirer les Soviétiques dans le piège afghan. Parce que les Américains savaient la réputation de l'Afghanistan comme tombeau des empires. Et donc les Américains, et on le sait de façon absolument certaine, Zbigniew Brzezinski notamment l'a dit, ont incité les Soviétiques à intervenir parce qu'ils ont financé ce qu'on appelait à l'époque les Moudjahidines, qui allaient ensuite donner les talibans. C'est-à-dire que les Américains ont financé notamment un Gulbuddin Hekmatyar, l'ont financé pour développer avec de l'argent, avec des armes, une espèce de mouvement fondamentaliste musulman menaçant le pouvoir qui était sous influence soviétique. C'est pour ça qu'en 1979, les Soviétiques sont intervenus militairement et le piège américain a fonctionné, c'est-à-dire que les Soviétiques se sont enlisés dans cette guerre, dans un pays que l'on ne peut pas maîtriser quand on est une puissance étrangère, puisqu'il n'est fait que de vallées et de montagnes. Il est fait par des populations qui ont une très grande tradition millénaire d'indépendance nationale et de combattants. Le résultat, c'est que les Soviétiques ont été l'Afghanistan a été un peu non seulement le tombeau des empires, mais le tombeau de l'empire russe, de l'empire soviétique. À partir de 79, ajoutons ça à cela l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 85, l'affaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 86, et nous avons les ingrédients qui ont mené à l'autodestruction de l'Union soviétique. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que l'affaire afghane et le désastre que viennent de subir les États-Unis d'Amérique soit le point de départ de l'autodestruction de l'OTAN et peut-être même des États-Unis et de l'Union européenne. J'aurai l'occasion d'y revenir. De la même façon que le désastre afghan pour l'URSS a été le point de départ de l'autodestruction de l'Union soviétique. En attendant, en 1991, eh bien, l'URSS, qui d'ailleurs était en train d'exploser, s'est retirée d'Afghanistan, ouvrant la voie à une guerre civile qui a duré 4 ans et qui a mené en 1996 à l'arrivée au pouvoir de ce qu'on appelle les talibans, ça veut dire les érudits, certains, les écoliers, mais c'est plutôt des étudiants, ça veut plutôt dire des érudits, c'est-à-dire en fait des dirigeants qui sont essentiellement des dirigeants religieux formés dans les écoles coraniques et qui essayent d'interpréter la loi et le fonctionnement de l'Afghanistan à la lumière de la loi musulmane et de la charia. Alors, lorsque les Soviétiques sortent d'Afghanistan en 91, l'Afghanistan, sur l'indice de développement humain calculé par l'Organisation des Nations Unies,
est 135e sur 190 pays. Donc déjà, c'est un des pays les plus pauvres. Lorsque les Soviétiques se retirent d'Afghanistan en 1991, au moment où l'URSS elle-même s'effondre, je le rappelle, en décembre 1991, l'Afghanistan se classe au 135e rang mondial sur l'indice de développement humain calculé par l'Organisation des Nations Unies, indice qui est calculé en fonction du PIB par habitant, en fonction de l'espérance de vie à la naissance et en fonction du niveau d'éducation des jeunes de 17 ans et plus. 135e sur 180 pays lorsque les Soviétiques quittent l'Afghanistan. S'ouvre alors de 1991 à 1996 une période de guerre civile, et à la fin de cette période de guerre civile qui voit le triomphe des talibans, l'Afghanistan chute de 5 points, passe du 135e au 140e rang mondial dans l'indice de développement humain. Arrivent les talibans qui vont donc être au pouvoir pendant peu de temps finalement, de 1996 jusqu'à 2000. Mais pendant cette période, l'indice de développement humain va s'effondrer de 22 places, va passer de la 140e à la 162e place mondiale. C'est notamment les politiques extraordinairement rétrogrades, extraordinairement obscurantistes des talibans de l'époque, qui empêchent, notamment qui chassent les jeunes filles, les filles des écoles, leur empêchent d'étudier au-delà de 12 ans, etc., et qui font fuir un certain nombre d'Afghans qui sont parmi les Afghans les plus éduqués. 5 ans après leur arrivée au pouvoir, ont lieu aux États-Unis d'Amérique les fameux attentats du 11 septembre 2001 qui vont servir de justification aux États-Unis pour intervenir en Afghanistan au motif de détruire la base Al-Qaïda et l'organisation de Ben Laden, dont je disais tout à l'heure qu'elle se situait justement aux confins de l'Afghanistan et du Pakistan. Donc en 2001 interviennent les États-Unis, et pendant ces 5 ans, 96-2001, eh bien les talibans ont réussi, si j'ose dire, à faire s'effondrer l'Afghanistan dans le classement des pays développés, dans l'indice de développement humain. Ils sont passés de la 140e place à la 162e place mondiale, c'est-à-dire l'Afghanistan a régressé de 22 places. Je rappelle qu'il y a 190 pays qui sont calculés. Donc c'est une chute sans fin. Arrivent en 2001 les États-Unis d'Amérique, qui vont faire venir avec eux leurs obligés de l'OTAN, parmi lesquels les Britanniques, les Allemands, les Italiens, mais aussi, malheureusement, les Français. Nous sommes engagés dans cette galère. Les Américains s'engagent en Afghanistan alors qu'ils avaient compris eux-mêmes, en 1979, qu'ils allaient attirer l'Union soviétique dans un désastre si elle parvenait à la faire intervenir en Afghanistan. Il est saisissant de voir que les dirigeants américains sont tombés dans le panneau dans lequel ils avaient fait tomber l'Union soviétique une vingtaine d'années auparavant.